qu'y a-t-il? Vous n'êtes pas rapporteur. Vous voulez intervenir? Bon, tout à l'heure. Monsieur Alfonsi, vous avez la parole. Madame la Présidente. Donc ce rapport traite de la diversité linguistique et culturelle, qui est à la fois un principe démocratique fondamental de l'Union et qui est en même temps l'expression de sa richesse de culture et de civilisation, richesse de l'Union européenne elle-même, et bien sûr tout cela contribue à l'enrichissement de l'humanité. Alors quel est le problème? Le problème, il est qu'on peut considérer aujourd'hui que de nombreuses langues et cultures européennes sont menacées de disparition. Ce qui nous permet de l'affirmer, c'est un travail qui est réalisé par l'UNESCO depuis 1996, travail qui a défini un certain nombre de critères scientifiques pour essayer d'approcher la situation, la santé des cultures et des langues quand elles sont menacées et qui porte sur un critère central, bien sûr, qui est la transmission intergénérationnelle, qui est le critère fondateur, mais aussi des critères objectifs, le nombre absolu de ses locuteurs, la dilution de cette communauté linguistique dans d'autres communautés linguistiques dominantes, et aussi la façon dont cette langue est utilisée, de façon spontanée ou aussi simplement une connaissance passive, etc. Ces critères sont donc bien définis et en les considérant, on est bien obligé de voir que de très nombreuses langues européennes sont aujourd'hui menacées de disparition. Et face à cette situation, qui concerne toute l'Union européenne, cela s'observe dans le Grand Nord, sur les bords de l'Atlantique, sur les bords de la Méditerranée, dans les espaces montagnards des Alpes ou des Pyrénées, etc., dans l'Europe centrale également, et outre-mer, ne l'oublions pas. Dans toute l'Europe, il y a cette situation qui se rencontre et qui pose un problème donc fondamental de préservation de la diversité et de préservation du patrimoine européen, car chacune de ces langues est un élément fondateur du patrimoine européen. Pour la biodiversité naturelle, vous le savez, notre Parlement, l'Europe en général, l'Union européenne en général, menons des politiques importantes de préservation. Eh bien, il est temps de s'intéresser au patrimoine vivant culturel qui, lui, est tout aussi important pour l'avenir de l'Union et qui représente même des atouts fondateurs. Je pense aux régions transfrontalières, par exemple, où la capacité de compréhension entre les populations est souvent un élément d'intégration européenne. Alors, que devons-nous combattre? Bon, d'abord, l'idée que la diversité linguistique de l'Union européenne se limite aux 23 langues officielles de l'Union. Alors, et elle ne se limite pas non plus aux langues qui bénéficient au sein de l'État membre d'un statut d'officialité. Dès l'instant qu'une communauté linguistique a transmis jusqu'à nos jours l'usage d'une langue, cette langue appartient au patrimoine de l'Europe et elles doivent toutes être considérées à égalité. Ensuite, celles qui sont les plus menacées, il y a un caractère urgent de leur situation qui doit nous alerter et nous devons donc engager aujourd'hui les États membres et l'Union à être beaucoup plus proactifs en faveur de ces langues. Que faut-il apporter pour que ces langues puissent retrouver la vigueur que nous souhaitons? Eh bien, c'est le bilinguisme dès l'origine. Le bilinguisme dès l'origine, c'est faire en sorte qu'un enfant, à sa naissance, acquiert, dès les premiers jours, l'usage des deux langues. C'est d'ailleurs un principe qui ne s'applique pas qu'aux langues menacées de disparition. Toutes les langues de l'Union européenne et tous les jeunes Européens ont intérêt à avoir accès à ce bilinguisme dès l'origine, car tous les linguistes le soulignent. Dès l'instant qu'un enfant acquiert deux langues à l'origine, il est par le suite beaucoup plus apte à acquérir d'autres langues dans le cursus de son éducation ou de sa vie professionnelle. Donc, cet élément-là est fondamental. Et ensuite, l'autre chose que l'on doit considérer, enfin, c'est que les deux derniers cadres financiers pluriannuels de l'Union européenne, 2007-2013, les aides ont été en faveur de ces langues particulièrement affaiblies et que ça a bien sûr, malheureusement, contribué à accroître leurs difficultés. Donc, le rapport, que propose-t-il? Il propose donc de remobiliser l'Union européenne et les États membres et de leur demander de se porter en soutien aux politiques de sauvegarde qui sont mises en place au sein des communautés linguistiques concernées. Quels moyens mettre en œuvre? Tous les moyens. Pour nous, il n'y a pas de programme qui, aujourd'hui, ne soit pas adapté d'une façon ou d'une autre à favoriser un tel objectif. C'est un objectif transversal et il doit mobiliser aussi bien les fonds d'éducation que les fonds structurels et tout ce qui est appliqué aux médias et à la culture. Ensuite, donc, un programme qui permet d'avoir une démarche linguistique qui permet dès le plus jeune âge l'acquisition de deux langues maternelles. C'est fondamental pour revitaliser la transmission intergénérationnelle là où elle est menacée.
Ensuite, nous devons prendre acte et faire valoir que très souvent, quand une langue est menacée, c'est parce qu'elle est portée par une communauté linguistique qui est un faible groupe numérique, et que donc il faut enlever ces critères qui souvent sont opposés, à savoir qu'un programme ne comporte pas suffisamment d'engagement financier pour être retenu par la Commission. Il faut apporter une attention particulière à ces communautés linguistiques de faible population. Ensuite, il faut bien sûr apporter un soutien à des programmations qui sont des programmations diversifiées, qui sont des programmations sur le long terme, qui portent sur plusieurs sujets, l'éducation, les médias, la vie quotidienne, etc. Et toutes ces programmations doivent être aussi soutenues, de façon à ce que les communautés linguistiques s'enrichissent les unes les autres. Il est très important que les réseaux qui existent, il y en existe un au niveau des institutions, les régions et même certains États participent au réseau NPLD, il existe au niveau des ONG, il y a un réseau Hélène qui couvre l'ensemble des ONG qui s'occupent des questions linguistiques, il y a aussi des initiatives en faveur des langues menacées. Bon, en tant que Corse, j'ai assisté avec beaucoup de plaisir à une sorte de festival d'Eurovision des langues minoritaires qui était chez nous, en tous les cas, un immense succès et qui est important parce que cela renforce la motivation et la place des plus jeunes et des plus actifs en faveur de la reconquête linguistique qui est nécessaire pour ces langues. Il faut aussi laisser et continuer le travail que l'UNESCO a engagé en apportant à ce programme le soutien que l'Union européenne se doit de lui apporter. Enfin, pour terminer cette présentation, je dirais que pour nous, il faut apporter aux communautés linguistiques un soutien à leur plan d'action. Il faut maintenir un certain nombre de choses qui ont été acquises, comme notamment un site web qui permet à chacune de bien s'informer sur les possibilités qu'elle a au niveau de l'Union européenne pour être aidée dans ses programmations linguistiques. Et enfin, faire en sorte, car malheureusement j'avais été amené à le signaler à la Commission et j'en étais désolé, faire en sorte que toutes les langues soient bien éligibles au programme européen et notamment au programme Europe créative dont avaient été exclues les langues minoritaires ou les langues régionales dès l'instant qu'elles n'avaient pas de statut officiel au sein de l'État membre. Je le répète, c'est toutes les langues qui sont aujourd'hui le patrimoine de l'Union européenne. Voilà pour la présentation, Madame la Présidente, en vous remerciant de l'intérêt que vous portez à cette affaire.